Bonjour tout le monde. Je vous laisse juste un petit 10 secondes pour arriver. Commencer dans juste une petite minute. Donc, je me présente en attendant, Mélaniane Smithman. Je suis une des responsables du renforcement des capacités au Réseau 1 Québec. Donc, bienvenue à ce webinaire de notre série de webinaires mensuels du Réseau 1. On a avec nous aujourd'hui Émilie Dion. Allô, Émilie? Allô? Allô tout le monde. Émilie, Émilie est chercheure associée à St. Mary's. Et puis, elle vient nous parler aujourd'hui des résultats d'un programme de recherche euh, qui- dans lequel elle a été impliquée sur les politiques en première ligne. Donc, Émilie va nous faire une présentation, mais après ça, on va avoir une période de questions juste pour vous rappeler comment ça fonctionne, si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Vous avez le PowerPoint d'Émilie disponible en dessous des documents à distribuer, donc dans la plateforme GoToWebinar. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main tout au long de la présentation, là, mais on ouvrira votre micro à la fin pour que vous puissiez poser votre question à haute voix. Sinon, vous pouvez aussi écrire vos questions dans la boîte prévue qui est écrite questions. Là, vous pouvez taper les questions tout au long de la présentation. On pourra les lire à ce moment-là, Émilie, à la fin de la présentation. Puis, on va vraiment faire notre possible pour répondre à toutes les questions, mais sinon, on pourra les partager avec Émilie et elle pourra vous revenir plus tard. Donc, sans plus tarder, Émilie, je te laisse prendre la parole puis nous présenter là, les résultats de ton projet. Parfait. OK. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien le bon écran. Oui. OK, parfait. Donc, vous voyez bien mon écran? Pas de problème? Oui, tout est beau. OK. Donc, bonjour à tous. Juste pour ajouter à ce que Mélanie elle a dit, je suis chercheur associé à St. Mary's, donc qui est affilié à McGill, et je suis aussi co-chercheur dans le projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en fait, comme vous le voyez, je n'ai aucun conflit d'intérêts commerciaux à déclarer là, concernant ce projet-là. Je vais fermer ma caméra pour le webinaire, mais on se reverra à nouveau durant la période de questions. Donc, je commence sans plus tarder. Donc, les objectifs de ma présentation, en fait, c'est vous présenter d'abord c'est quoi le projet comme tel, notre grand projet de politique et de programme comparé, l'état actuel des travaux et quelques résultats préliminaires. Et aussi, je voudrais vous parler tout particulièrement des principaux obstacles qu'on a rencontrés dans le cadre de ce projet-là, mais aussi pour faire ce genre de recherche-là en général et quelques recommandations qu'on a aussi pour améliorer ce processus-là. Et bien sûr, on est particulièrement intéressé d'avoir un peu les réactions des gens concernant ce genre de projet-là et aussi les résultats qu'on a. Donc, j'ai très hâte déjà à la conversation qui s'en suivra. Donc, le projet CPPHC, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'analyse comparée de programmes et de politique qui s'intéresse à l'intégration ou la coordination des soins et services de première ligne aux services sociaux, à la santé publique et aux services communautaires. Nous avons plusieurs partenaires. Donc, c'est un projet qui a été financé par les IRSC et les réseaux ISPLI et la stratégie de recherche axée sur le patient. Et on a aussi des partenaires universitaires, des centres de recherche dans toutes les provinces. Une des côtés uniques de notre projet, c'est qu'on a vraiment une équipe pan-canadienne. Donc, on a des représentants de chacune des provinces et tous les ISPLI provinciaux aussi sont partenaires dans ce projet-là. On a reçu un financement total sur 2 ans de 253 000 Je dis 2 ans, mais en fait, comme vous allez le voir, on a beaucoup de beaux morceaux et donc on prend une 3e année en fait pour bien préparer nos livrables pour la mobilisation et le transfert des connaissances. Et notre équipe de recherche, elle est très grande aussi. Donc, au total, on compte à peu près 53 personnes qui comprend des chercheurs, des cliniciens,
décideurs et aussi des patients partenaires. Et le côté unique de ce projet-là, en fait, c'est que c'est pas seulement une équipe de recherche, c'est qu'en fait, on a vraiment créé un réseau de connaissances et l'idée, c'était qu'on allait utiliser un peu ce réseau-là pour consolider les connaissances et créer une base de connaissances aussi qui allait être utile dans chacune des provinces. Donc, chaque province se retrouve un peu à être à la fois utilisateur des connaissances et aussi informateur clé pour le projet. Et les 3 chercheurs principaux pour le projet là, qui vont vraiment assurer la perspective pan-canadienne, ce sont les Dr. Jeannie Haggerty, Cathy Scott, qui est en Alberta, et Yves Couturier, que vous connaissez bien. Et donc, bon, le projet comme tel, qu'est-ce que c'est? Quelle est notre problématique? Une petite seconde. Donc, la recherche montre en fait que la gestion globale et exhaustive des services de soins primaires pour les patients qui ont des besoins complexes comme les enfants ou les adolescents qui ont des besoins fonctionnels élevés ou encore des personnes âgées qui vivent en communauté mais qui connaissent un déclin fonctionnel, ça nécessite en général des services de santé multiples et aussi des services sociaux de santé publique et de soutien communautaire. Et quand, dans les capacités que ces services-là vont avoir à faire la liaison avec les autres services qui sont pourtant requis là, pour une continuité de soins pour ces patients-là aux besoins complexes, ça va évidemment mener à toutes sortes de conséquences et d'expériences négatives, tant pour les patients, les familles, les aides-soignants que pour les professionnels de la santé ou encore pour la société en général. Donc, on peut penser évidemment à un accès limité ou absent à certains services, la fragmentation des soins ou du plan de soins et aussi à de la duplication ou des inefficiences là, en termes de soins. Et finalement, bien évidemment, de manière plus importante, c'est que ça peut mener aussi à une détérioration de la santé ou encore à des conséquences sociales ou coûteuses ou à une intensité d'intervention en soins de santé qui n'avait pas nécessairement lieu d'être. Et donc, on sait depuis des années que les professionnels partout au Canada vont faire des efforts significatifs, très importants en fait, pour connecter leurs patients de manière individuelle aux services, à ces autres services-là que les professionnels vont connaître, mais ça reste quand même des efforts qui sont localisés, individuels, puis souvent limités au temps, aux ressources, aux connaissances aussi que les professionnels ont dans leur réseau ou dans leur établissement. Et c'est seulement en mettant en place des mécanismes institutionnalisés pour assurer qui visent la liaison ou l'intégration des services entre eux, que tous les membres vraiment de la population ou de ces populations-là de patients avec des besoins particulièrement complexes vont pouvoir bénéficier de manière équitable des services disponibles, puis aussi assurer la qualité des soins. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut mettre en place des mécanismes de collaboration formelle ou encore des ententes contractuelles entre les institutions pour permettre aux professionnels de première ligne de coordonner ou de se coordonner avec ces services-là complémentaires et d'échanger l'information qui est vraiment nécessaire pour leur patients, la population de patients. Et bien sûr, avec l'ère numérique qu'on connaît, les possibilités en termes de partage de données, d'intégration, d'accès rapide et délocalisé aussi, font qu'on nourrit de plus en plus de grands espoirs d'être en mesure de réaliser la santé, le bien-être de manière réellement personnalisée et axée vraiment sur la personne et pas juste seulement sur le patient. Donc, il y a une idée aussi de penser la santé de manière plus globale, plus holistique. Donc, face à cette problématique-là, nous, on a établi 5 grands objectifs pour le projet. Tout d'abord, on voulait essayer de voir et de mieux comprendre la structure politique, donc la gouvernance politique de la première ligne, donc des soins de santé dans chacune des provinces et où est-ce que chacune des provinces en était aussi en termes d'intégration ou de coordination avec d'autres services, notamment services sociaux, santé publique et services communautaires.
Par la suite, on voulait aussi être en mesure de créer une base de données exhaustive de programmes qui étaient particulièrement novateurs en ces termes-là, d'intégration, de coordination de services. Et cette base de données-là, elle-même, elle allait être un livrable, donc juste pour les différentes provinces de voir et de savoir qu'est-ce qui existait dans les autres provinces en fait d'être en mesure de peut-être d'implanter des choses similaires là, dans chez eux, dans leur propre province. Par la suite, on allait prendre un sous-échantillon de ces programmes-là qu'on allait avoir balayés et évaluer plus particulièrement les éléments d'intégration de ces programmes-là et aussi en sélectionner quelques-uns pour être en mesure de faire des comparaisons. Et l'idée était qu'on voulait vraiment mettre l'emphase sur quelles étaient les dimensions clés de la réussite d'implantation, mais aussi comprendre comment ça se fait que certains programmes étaient très prometteurs, mais justement, ça n'allait pas fonctionner. Encore une fois, on pense à des programmes dont la visée était l'intégration et que il y avait beaucoup d'espoir ou il y avait beaucoup le plan était très bon, mais donc ça n'a pas fonctionné et quelles sont les leçons à tirer de ça pour ne pas répéter le même genre d'erreurs nécessairement dans les autres provinces. Et aussi, parfois, c'est qu'on pouvait avoir de très bonnes idées pour des programmes. L'idée, c'est qu'on ne voudrait pas nécessairement perdre ces idées-là de programmes, mais qu'il faut peut-être repenser un petit peu le plan d'implantation, par exemple. Et en fait, notre dernier objectif, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, l'idée du numérique. Donc, on avait aussi un accent qui allait beaucoup plus se concentrer sur qu'est-ce qui existait comme mécanisme dans chacune des provinces déjà en termes de partage d'informations et de couplage des données entre les services prioritaires et entre des services prioritaires. Et je vais revenir un petit peu sur ce terme-là au cours de ma présentation. Et une fois, en fait, qu'on aurait identifié ces mécanismes-là, on voulait aussi parler avec des informateurs clés dans chacune des provinces, donc autant des chercheurs que des cliniciens ou des décideurs concernant les barrières ou les facilitateurs d'utilisation de ces outils-là. Donc, qu'est-ce qui existe sur papier et comment ça se passe dans la pratique. Pour ma présentation, je vais surtout me concentrer sur les 4 premiers objectifs parce qu'en fait, le dernier, nous sommes toujours en collecte de données pour celui-là. Et donc, comme vous vous en doutez sans doute, c'est un gros projet et ça nous prenait quand même quelque chose de concret pour savoir où commencer à aller mordre un peu dans ce champ de beaucoup d'informations. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de se concentrer sur 2 populations cibles, de vraiment sous-population de la population qui allaient nous permettre de comprendre un peu l'éventail des différents services que ces 2 populations avec des besoins complexes ont et sur lesquels on doit mettre l'emphase quand on pense à quels services doivent être intégrés ou être mis en connexion les uns avec les autres. Et les 2 populations sur lesquelles on s'est concentré, c'est les enfants et les adolescents et les jeunes adultes de 0 à 25 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus qui connaissent un déclin fonctionnel. Donc, brièvement, sur ces 2 populations-là, enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 25 ans qui ont des besoins fonctionnels élevés. Et donc, ici, on a voulu aussi bien capter l'idée de la transition de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, en fait, parce que la situation est qu'il y a à peu près environ 15 à 18 d'enfants nord-américains qui ont une condition de santé chronique ou des fonctions limitées, des besoins fonctionnels élevés. Donc, ils vont avoir besoin d'une panoplie de différents services. On se retrouve aussi dans une situation où, avec les avancées en médecine, en fait, beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont nés avec des conditions ou vont développer des conditions très jeunes sont en mesure maintenant de vivre beaucoup plus vieux et
de passer à l'âge adulte et donc d'avoir une plus grande longévité. Mais une des conséquences de ça, c'est que souvent, la médecine générale ne va pas nécessairement avoir ces compétences, toutes les compétences concernant des maladies ou des conditions qui étaient plus des conditions infantines, en fait. Donc, on est vraiment dans le développement de cette expertise-là. Et bien sûr, pour ces enfants-là aussi, puisqu'ils sont en développement à plusieurs niveaux, ils vont souvent se retrouver à avoir des besoins dans différents types de services aussi. Donc, en santé, de la part de différents professionnels de santé traditionnels, mais aussi des besoins en services sociaux, des services pédagogiques, émotionnels, psychologiques et communautaires aussi. Et on pensera bien sûr à des services pour les familles. Et encore une fois, quand on pense à la transition, on peut penser qu'à partir d'un certain moment, il y a certains services ou certains services que les enfants vont pouvoir recevoir gratuitement, par exemple, mais une fois qu'on passe vers l'âge adulte, là, on se retrouve à devoir passer dans des nouveaux, dans des nouvelles institutions ou avec des nouveaux spécialistes aussi. Donc, l'idée est qu'on doit essayer aussi d'avoir des mécanismes pour faciliter, assurer cette transition-là de manière à ce que la continuité des soins se fasse. Et donc, d'un autre côté, on a les personnes âgées 65 ans et plus qui connaissent un déclin fonctionnel. Donc, vous le savez un peu tous, j'imagine qu'il y a de plus en plus d'adultes qui vivent de manière plus âgés et que ça s'accompagne aussi quand même avec des enjeux de multimorbidité, des conditions chroniques ou des besoins fonctionnels aussi qui vont changer. On voit aussi depuis quelques décennies une diminution quand même des habitations multigénérationnelles et du rôle traditionnel que les familles allaient jouer en termes de soins. Et l'idée, c'est qu'on veut autant que possible être en mesure de maintenir la vie en communauté. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a encore une fois besoin d'assurer d'avoir des mécanismes pour assurer la connexion entre différents services. Encore une fois, différents services de santé plus traditionnels, si on pense à soins de podiatrie, de podiatre, ou encore les soins visuels ou auditifs, et aussi de différents besoins en termes de services sociaux et communautaires pour penser ici de manière à garder l'autonomie autant que possible de ces personnes-là. Donc, des besoins en termes de soutien domestique ou de vie sociale, de transport, ou encore financier. Donc, l'idée, c'est qu'on veut être capable de pouvoir faciliter les soins en mobilisant ce continuum-là de soins le plus rapidement possible lorsque nécessaire. Et donc, maintenant qu'on avait nos deux populations, la première étape, c'était qu'on voulait établir, c'était quoi les priorités en santé de services. Hein. Plutôt, je disais on parlait de services prioritaires. Et donc, avec nos deux populations comme ça, on avait deux visions un petit peu plus concrètes de deux cas, si on veut, sur lesquels se concentrer et voir c'est quoi les services à prioriser pour ces deux populations-là. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un processus nominal et par la suite, on voulait faire un défi de consensus. Donc, je le disais plus tôt, notre équipe, elle est pan-canadienne, donc on a vraiment la chance d'avoir ce réseau établi avec des gens dans chaque province et de différents milieux aussi. Ce qui nous permettrait d'aller chercher vraiment cet éventail-là complet ou exhaustif de types de services, de types de professionnels que ces deux populations-là de patients pouvaient aller avoir besoin. Et par la suite, on allait établir une liste de 10 à 15 services prioritaires sur lesquels on allait se concentrer pour notre recherche comme telle, pour voir comment chacune des provinces assure la liaison entre ces services-là ou qu'est-ce qui est déjà en place, quelles sont les bonnes pratiques et si aussi il y a des programmes qui le font particulièrement. Et l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est, oui, par rapport au processus nominal aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux vignettes par sous-population très concrètes aussi pour que les gens aient vraiment une image de cas concret de deux personnes qui faisaient
faisaient partie de notre groupe enfants, jeunes adultes, et puis 2 personnes âgées de 65 ans et plus. Et à partir de là, essayer de nominer autant de services et de professionnels que possible. D'abord, on s'est quand même heurté à certaines questions. La première, c'était, mais ces services-là, ils sont liés à quoi? Hein? À quoi devrait-il se lier d'abord? On se disait, ça nous prend quand même un domicile ou un point nexus, un point central pour ces derniers. L'équipe de recherche a décidé, et encore une fois, quand je dis équipe de recherche, ça comprend vraiment tout le monde, les cliniciens, décideurs et patients partenaires aussi, a décidé de se concentrer sur la première ligne, donc les services de santé, comme chapeau, là, si on veut, qui allait servir de point de connexion pour tous les autres services. Cela dit, c'était seulement pour notre analyse, dans le sens où on n'est pas nécessairement, comment il faut dire, disons que la question demeure ouverte à savoir à quoi exactement est-ce que les services devraient se lier, qu'est-ce que ça devrait être la première ligne. Hein? Parce que si on pense que la première ligne, dans sa forme traditionnelle, service de santé, se doit d'être le point d'entrée pour tout le monde, ça peut aussi créer vraiment une situation de surcharge pour ces professionnels-là. L'autre question ensuite qui s'est posée, c'est la première ligne, c'est quoi? Donc, on s'est posé un petit peu la question sur les définitions ici aussi. L'idée, c'est que dans la situation où on avait une équipe canadienne, c'était très intéressant en fait de voir qu'on n'avait pas nécessairement dans chaque province ou dans chaque province, dépendamment de son expertise, la même vision de ce qu'était la première ligne, ou même au sein de sa province, ça n'avait pas nécessairement la même image d'une province à l'autre. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce point-là. Et par la suite, l'autre question qui s'est posée à nous aussi, c'était quel service et quel professionnel. Encore une fois, on s'est rendu compte que des fois, les services n'avaient pas nécessairement leur pendant, dans les autres provinces, ou encore que des professionnels pouvaient avoir les mêmes appellations, mais pas nécessairement offrir exactement les mêmes services ou avoir les mêmes responsabilités. Donc, des fois, il y avait des recoupements, puis des fois aussi de la superposition. Et donc, en termes d'essayer de définir d'abord qu'est-ce qu'allait être le point central ou à quoi devait se concentrer, à quoi devaient se lier les services. Pour ce projet-là, c'est vraiment la définition de l'OMS dans la déclaration de ATA de 1978 qui nous a bien informés. Donc, l'idée de cette vision-là, beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique de la santé, qui va prendre en considération le social, l'environnemental, l'émotionnel aussi. Et donc, ça, c'était la vision idéale qui allait aussi, avec laquelle on allait nominer nos programmes, pardon, pas nos programmes, mais nos services qui devaient être liés entre eux. D'un autre côté, on s'est aussi rendu compte assez rapidement que au Canada, on reste dans une situation où à la fois, on demeure dans une vision beaucoup plus soins primaires, beaucoup plus axés sur la médecine traditionnelle, si on veut, mais qu'on est en changement, on essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire exactement l'intégration, comment intégrer. Mais l'idée, c'est que le point central demeure quand même la médecine traditionnelle. Et donc, nous, d'une part, en reconnaissance de ça, on allait dresser les portraits de chacune des provinces où elles en étaient et qu'est-ce que c'était la première ligne ou les soins primaires dans chacune des provinces, quels services se retrouvaient ou non intégrés ou coordonnés. Et en même temps, on se disait avec les deux listes de services prioritaires qu'on allait dresser avec nos deux populations en tête, ça allait nous donner un peu le visage idéal de qu'est-ce que devraient être les soins de santé primaires, donc primary healthcare.
Et donc, ça allait nous occuper, ça allait nous donner, constituer notre colonne vertébrale, là, vraiment pour le projet et qu'on allait utiliser par la suite. Donc, je vous montre déjà ces deux listes-là. Donc, notre service, notre processus nominal, donc on a eu à peu près, je dirais, 30 à 40 services là, ou professionnels qui sont ressortis de ça. Et ici, ce que je vous présente, c'est la liste des 10 services prioritaires qu'on s'est dit, okay, on va se concentrer sur ceux-là pour les prochaines étapes de notre analyse. Mais la liste comme telle de tous les services, Élise, encore, c'est un livrable qu'on a parce que dans le fond, ce qu'on a été capable de faire avec cette liste-là, c'est de s'entendre de manière pan-canadienne sur qu'est-ce qu'étaient tous les services qui pourraient être considérés lorsqu'on parle de soins de santé primaire, qui ne doivent pas nécessairement tous être intégrés, mais dont la connexion doit pouvoir se faire d'une manière ou d'une autre. Et on a été aussi capable de s'entendre sur des définitions communes de manière pan-canadienne, encore une fois, et d'avoir des exemples d'un endroit à l'autre. Ça aussi, je pense que c'était quelque chose qui était assez surprenant pour chacun des chercheurs ou des participants des différentes provinces là, de se rendre compte à quel point il pouvait y avoir des différences dans la conception des services comme tels d'une province à l'autre. Et on était bien content d'être en mesure de créer cette liste-là pan-canadienne. Et donc, ici, je vous les laisse regarder rapidement, mais je vais quand même vous amener au point 9 et 10 de notre liste. Donc, les services adressant les déterminants sociaux de la santé qu'on a séparés en deux catégories. Et l'idée, c'est qu'on avait plusieurs services, par exemple, des activités communautaires et créatives, des programmes de jour pour les adultes, programmes de sensibilisation aussi. Et de notre côté, on allait avoir, par exemple, des programmes de logement, des services au travail, de l'emploi, du revenu, des services éducationnels aussi. Et donc, on a regroupé ces deux catégories-là aussi pour pouvoir en saisir le plus possible dans notre liste. Et je tiens aussi à signaler que notre liste, comme je vous disais, elle fait plus de 25 à 30 services au total, donc avec ces définitions-là validées au niveau pan-canadien. Mais donc, d'autres services qui vont s'y retrouver vont être, par exemple, des services alimentaires ou des services de traduction, par exemple, d'aide légale ou encore pour les soins auditifs ou visuels. Et sous le service de navigateur patient, je tiens aussi à signaler que pour les communautés, les Premières Nations et les communautés autochtones et inuits. C'est très impressionnant, en fait, de voir qu'au sein de ces communautés-là, en fait, on va avoir fait beaucoup c'est très innovant du côté de la navigation aussi pour les communautés autochtones. Donc, ça vaut vraiment la peine quand on parle de service de navigation, d'aller voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui existe de ce côté-là. Donc, je passe la prochaine ici. Comme vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé sous une liste et par la suite, on allait s'attaquer à notre prochaine étape, qui était d'abord de dresser des portraits macropolitiques, donc la structure de gouvernance, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, des soins de première ligne dans chacune des provinces, le balayage des programmes novateurs et par la suite, une analyse en profondeur d'un sous-échantillon. Donc, rapidement, parce qu'évidemment, je vois le temps filer, je veux qu'on ait le temps de pouvoir parler de tout cela. Pour le balayage macro-politique des politiques, de la structure de gouvernance, on avait un outil avec 5 grandes questions et on s'est intéressé à la structure de gouvernance formelle des soins de santé. Et ici, à la fois, on s'est rendu compte que chaque province était sont en transformation en termes de réaliser un peu cette vision-là plus globale
à intégrer de la conception de la santé et du bien-être dont je parle un petit peu plus tôt de l'OMS, mais que ça demeure quand même que la structure de gouvernance formelle demeure celle des soins de santé plus traditionnels. Donc, c'est quand même sur ça qu'on s'est concentré. Et par la suite, on s'est posé la question à savoir quels autres services spécifiques tombaient sur la même structure que les soins de santé. D'autres questions qu'on avait, donc, est-ce qu'il y avait des modèles de décentralisation vers des structures régionales et quelles étaient ces entités-là responsables? Quels étaient les principaux modèles de prestation de services pour la première ligne et aussi les principales réformes en modèle de soins de santé? Notre approche, évidemment, comme je vous l'ai dit, on avait notre très grand réseau créé par le projet CPPHC. Donc, nos assistants de recherche ont à la fois fait des recherches en ligne sur les recherches qui avaient déjà été effectuées auparavant et aussi les documents d'accès public. Après ça, on a utilisé notre réseau pour soit prendre contact avec des informateurs clés déjà dans le réseau ou que ces informateurs clés-là nous en nominer d'autres. Et l'idée était, c'est qu'on voulait s'assurer aussi de valider l'information qu'on avait obtenue dans nos portraits. Donc, en termes de résultats, on a constitué 10 rapports provinciaux très riches qui font à peu près entre 5 et 10 pages. Ces derniers mettent à jour des balayages précédents qui ont été effectués, mais l'idée, c'est que c'est vraiment ici qu'on a l'information la plus à jour. Et on a aussi un format d'information standardisé synthétisé sur la gouvernance des soins médicaux. Donc, deux choses, le format d'information standardisé et synthétique, parce que, bon, il reste que chacune des provinces a quand même une terminologie ou des définitions qui varient. Donc, on essaie d'avoir ce format-là standardisé et le fait de le valider aussi a été vraiment critique pour s'assurer que chaque province s'y reconnaissait bien. Le contenu en détail, donc on a un survol de la structure de gouvernance, également des services qui vont tomber sur la même direction que les soins de première ligne, les entités responsables, principales réformes et donc modèle de prestation de soins. Quelques grandes tendances qu'on voit déjà qui sont très préliminaires. Donc, l'idée ici, c'est que là, ce que je vous présente, c'est un peu qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qui commence à apparaître pour nous, mais nos analyses sont continues. Et une des prochaines étapes qu'on veut faire, c'est un peu poursuivre cette analyse-là et par la suite être en conversation avec des gens, chacune des provinces, pour voir à quel point ça résonne aussi avec leur propre perspective. Donc, ce qu'on voit, c'est que la gouvernance des soins de santé demeure quand même traditionnelle là, dans la perspective de qu'est-ce que sont les soins de santé. Donc, on reste beaucoup très proche du modèle plus médical, mais on note quand même un éloignement des modèles de soins axés sur les hôpitaux. On note aussi que l'innovation, elle est vraiment continue, hein, que les soins de santé primaire sont des systèmes dynamiques, en mouvement, qu'on cherche on cherche à aller vers l'intégration ou la coordination, mais que ça reste quelque chose de dynamique en train de se faire. On voit aussi de manière très positive qu'il y a beaucoup d'avancées qui se font avec l'ère numérique et qu'on intègre beaucoup des considérations justement avec le numérique. Il y a beaucoup d'avancées et de choses innovantes qui se font de ce côté-là. Mais on note quand même un espèce de mouvement de va-et-vient dans les réformes, donc centralisation, décentralisation, changements gouvernementaux. L'idée étant toutefois que ça parle quand même d'une innovation continue. Donc, il y a un réel désir d'améliorer, d'aller vers l'intégration, mais on continue d'y aller, d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Des points de considération, c'est qu'on note quand même qu'en termes d'intégration, il n'y a pas tant de progrès. Le Québec demeure l'endroit où l'intégration est la plus avancée. Mais même quand les services sont intégrés, ils continuent quand même relativement d'opérer en silo.
On note aussi qu'il y a très peu de participation de consultation citoyenne. Et bon, un des défis pour nous, ça a été bien sûr que le dynamisme de ces systèmes-là rend quand même très difficile la collecte d'informations exactes et à jour. Je vais peut-être revenir un petit peu sur ce slide-là dans quelques secondes, mais je voulais juste noter deux petites choses concernant d'autres obstacles. Ce que j'ai mentionné, donc, l'information, elle est dynamique. Donc, l'idée, c'est que l'information demeure quand même difficile à trouver, mais l'autre chose qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'elle est souvent obsolète, l'information qui est disponible en ligne, et que c'est vraiment essentiel qu'elle soit validée avec des informateurs clés dans chacune des provinces. Et l'autre chose, c'est que ce qui existe sur papier, ça ne veut pas nécessairement dire non plus que c'est ça qui se passe en pratique. Et donc, c'était probablement très intéressant pour les provinces de voir ces portraits-là qui étaient générés d'une perspective extérieure ou d'une autre province, en fait, et de voir comment la structure de gouvernance, elle apparaît sur papier versus qu'est-ce qu'elle est dans la réalité. Donc, notre processus nous a vraiment bien permis de capter un petit peu ces deux dimensions-là et donc de mettre des bémols sur qu'est-ce qui est accessible publiquement en ligne. L'autre chose aussi, c'est que, bien sûr, des fois, on va voir qu'il y a une gouvernance partagée entre des services de santé et sociaux, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les mécanismes de communication ou de coordination fonctionnent ou sont réels. Donc, il faut quand même faire attention à ce qui existe de manière formelle versus qu'est-ce qui se fait dans le réel. Et enfin, en termes de coordination des services comme tels, les mandats officiels ou les ententes de responsabilité, elles demeurent quand même difficiles à identifier. Et je reviens très rapidement sur cette diapo ici. D'autres choses qu'on a identifiées aussi, autres tendances identifiées, mais encore une fois, ce sont des tendances identifiées préliminaires qui demeurent à être validées avec plus d'analyse, puis aussi validées avec chacun de nos informateurs dans les provinces. On note quand même une tendance à la régionalisation. En termes de structure organisationnelle, on parle de grandes régions et de petites organisations. Il y a aussi une tendance vers un modèle de collectivisation des ressources médicales, tendance davantage vers la coordination plutôt que l'intégration. J'en ai parlé, les services sociaux continuent d'être sous d'autres structures de gouvernance et la santé publique, elle, malheureusement, il faut continuer à faire beaucoup d'efforts en termes de l'intégration. Je vois le temps filer, donc je vais juste passer rapidement sur ces diapositives-là concernant nos programmes. Donc, en termes de balayage, je l'ai dit, l'idée, c'est qu'on allait se concentrer sur nos deux populations pour essayer de créer une banque de données de tous les programmes novateurs en termes d'intégration ou de coordination des services, donc toujours en utilisant notre liste de services prioritaires. On a trouvé 97 programmes, pardon. Comme vous voyez, on s'est concentré sur nos deux populations, mais il y a beaucoup de programmes quand même qui parlent à la population générale. Donc ça, c'est très intéressant de voir aussi qu'on va essayer d'adresser la complexité pour la population en général et qu'à l'intérieur de ces programmes-là, autant les besoins spécifiques des personnes âgées ou des enfants et des adolescents avec des besoins complexes vont aussi pouvoir être capables d'avoir des services adaptés à leur réalité. Et à droite, je vous laisse lire, mais c'est les informations qui se retrouvent dans notre balayage. L'idée avec ce balayage-là, c'est qu'on voudrait que ce soit un outil qui soit continu, qui soit interactif aussi, qui soit disponible en ligne et que les gens d'un peu toutes les provinces puissent continuer à le nourrir et d'un autre côté, que chaque personne dans les autres provinces puisse aussi y avoir accès. Ici, vous voyez la répartition des programmes novateurs par province. Il faut quand même noter que notre projet fonctionne avec qu'est-ce que nos assistants de recherche ont été capables de trouver en ligne, donc l'information disponible publiquement, et aussi avec notre grand réseau pan-canadien, donc avec les informateurs clés de chacune des provinces. Mais certaines de nos provinces étaient mieux représentées que d'autres, donc avaient
on avait plus de participants dans certaines provinces que d'autres. Et aussi, certaines provinces bénéficiaient du fait qu'il y avait déjà eu d'autres balayages qui avaient été effectués. Donc, le Québec, par exemple, Réseau 1 Québec avait effectué un premier balayage. Donc, nos assistants de recherche étaient très contents à ce niveau-là. Et puisque notre collecte de données est arrivée à un moment situé dans le temps aussi, certains endroits, ça pouvait juste à donner comme ça que nos participants n'avaient pas nécessairement autant de temps à nous donner pour nous aider dans notre collecte. Si on regarde, par exemple, la Colombie-Britannique et l'Alberta, on sait qu'il y a beaucoup plus de programmes que ça, mais disons que ça continue à se faire, là, à nourrir notre banque de données. Mais l'idée est que c'est un point de départ à continuer et à nourrir. Et donc, je vais juste passer rapidement à ma conclusion, aux prochaines étapes, puisque j'aimerais ça échanger avec vous. Donc, comme vous avez vu, c'est un gros projet, beaucoup de choses en cours. Et on a terminé notre collecte de données, mais on reste quand même dans une situation où on veut poursuivre nos analyses, tout particulièrement nos analyses transversales, pour être de manière à identifier les tendances canadiennes et par province, et aussi le faire de manière à le valider. L'autre chose, c'est qu'on s'aperçoit que pour faire ce genre de type de recherche-là, ça prend des mécanismes continus et pas nécessairement juste un projet de recherche comme le nôtre qui est très situé dans le temps, qui vient du bon vouloir, si on veut, d'une équipe de recherche. Il faudrait vraiment davantage avoir un mécanisme en place qui se trouve un peu sous le chapeau d'une institution comme par exemple FCAS, où après, on aurait un mécanisme en place où les gens pourraient venir mettre à jour l'information sur base régulière. Si on pense par exemple au rapport macro de la structure de gouvernance, on le sait, c'est vraiment important de comprendre le contexte pour mieux comprendre des programmes novateurs, qu'est-ce qui a réussi à s'implanter versus qu'est-ce qui n'a pas réussi à s'implanter, et même le genre de modèle de programme d'intégration qu'on va avoir. Et donc, avec ces rapports-là, l'idée, c'est qu'on veut être capable de saisir l'information, on veut être capable de s'assurer qu'on a une bonne perspective sur quelle est la structure de gouvernance réelle et aussi dans les faits. Mais puisque ce sont des informations qui continuent de changer continuellement, notre idée, c'est qu'on puisse avoir un mécanisme annuel où les gens viendraient revalider l'information et qu'elle serait toujours aussi datée. Donc, on aurait accès à toutes ces archives-là, des portraits passés là, de la structure de gouvernance et comment l'évolution de l'intégration et de la conception des soins primaires de santé. Par la suite, on veut aussi évidemment bien préparer les résultats et nos interprétations pour le transfert et la mobilisation des connaissances. On veut penser à des formats variés et interactifs, dont j'en ai parlé un petit peu. Et aussi, la prochaine idée, c'est de mobiliser, bien sûr, des acteurs politiques provinciaux pour pouvoir entamer les prochaines étapes comment je pourrais dire, d'implanter les bonnes pratiques. Donc, je m'arrête ici parce que j'en ai quand même dit beaucoup. Mélanie-Anne, je remets ma caméra et je pense qu'on peut y aller pour les questions si ça convient à tout le monde. Merci beaucoup, Émilie. Super intéressant, un travail super ambitieux. Donc, félicitations à toi et à toute l'équipe, en fait, d'avoir mené un travail comme ça en si peu de temps aussi, là. Donc, si je comprends bien, vous avez eu 10 provinces impliquées dans ce travail-là. Donc, c'est un travail énorme, d'envergure monstrueuse. Juste une petite question, là, en attendant que les gens posent leurs questions, juste vous rappeler, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire, vous pouvez lever la main. Est-ce que c'est déjà prévu où est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès au rapport et au programme? Puis si oui, est-ce que vous savez déjà quand? Je sais que c'est un travail continu, là, mais je sens qu'il va y avoir un engouement là, pour pouvoir regarder ces documents-là.
Oui, bien, puis on va être content aussi de l'engouement. Donc, c'est sûr qu'on pense à différentes stratégies. On est en conversation avec FCAS pour que ce soit un endroit où ils seraient accueillis, je vais le dire comme ça, tant dans la consultation que dans le processus dynamique aussi. Parce que je l'ai dit, l'idée, c'est que ce sont des portraits, mais on veut s'assurer d'avoir chacun de ces portraits-là dans le passé aussi, parce que c'est vraiment l'idée d'avoir cette information-là en continu va aussi être très riche, d'être capable d'identifier comment les tendances de chacune des provinces à réaliser l'intégration ou la coordination. Et donc, deux choses. D'une part, on a cette conversation-là avec Efficace, mais je pense que nous, de notre côté aussi, on va le faire en différents formats web, probablement comme des e-books, et probablement aussi en format qui serait imprimable facilement, et peut-être des capsules aussi. Super. On a Et, quelques personnes. Oh, non, j'ai assez parlé, qu'on entende. on a quelques personnes qui ont levé la main. Donc, il y a Gwydeline Benoît qui a la main levée depuis un certain temps. Lise, est-ce que tu crois qu'on pourrait ouvrir son micro? Il est ouvert. Gwydeline, on t'entend pas. Allô? Sinon, on a Dominique Gagnon aussi qui a la main levée. Donc, peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine personne. Puis, Gwydeline, si tu as une question, on pourra te revenir. Oui, bonjour. Bonjour, Dominique. Oui, en fait, je suis co-chercheur, mais un peu plus marginal dans le projet. Mais à la lumière de ce que tu as montré, Émilie, il est venu deux questions. Oui. Ça ne reprenne pas tant que ça, mais bon. Vous avez parlé qu'il y avait davantage de pratiques de coordination que de pratiques d'intégration. J'aurais aimé peu savoir quelle forme ça prend. Et puis, est-ce que ça a été documenté au Québec? On a un modèle qui est, je ne dirais pas essentiellement top-down, mais le modèle d'intégration de services du Québec a été en partie, en fait, les composantes imposées par le ministère avec des adaptations locales. Mais est-ce que cette réflexion-là entre à l'échelle canadienne des modèles bottom-up et les modèles top-down, est-ce que ça a été documenté, ça a été réfléchi? En fait, je vais commencer avec ta deuxième question, mais merci beaucoup d'abord. Et je vous dois aussi un bulletin de nouvelles qui s'en viendra sous peu, plus complet aussi que cette présentation. Mais donc, d'abord, pour le top-down, bottom-up, c'est intéressant que vous le mentionniez parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est un point de considération qui survient dans nos analyses, en fait, de voir comment chacune des provinces a procédé de manière un petit peu différente, mais il y a quand même une tendance très intéressante. Toujours, que ça demeure préliminaire là, pour nous. Là, on veut poursuivre un petit peu plus nos analyses avant de se prononcer. Mais de voir comment, lorsque les approches top-down sont arrivées versus celles plus bottom-up, il y a quand même comment je peux dire, des conséquences similaires que ça va avoir eu dans chacune des provinces en termes de la facilité ou de la difficulté à avoir réalisé l'intégration. Bon, ça demeure abstrait, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une des choses qu'on voyait dans chacune des provinces, c'est qu'il a vraiment fallu, par exemple, avoir le buy-in des professionnels de santé plus traditionnels pour comme bouger vers l'intégration ou la coordination et que ça, on voit quand même que c'était vraiment une stratégie essentielle ou pas nécessairement essentielle, mais oui, dans le fond, une stratégie essentielle pour essayer de faire ce passage-là vers l'intégration ou la coordination, sinon ça aurait été vraiment, vraiment difficile d'aller vers là et que même si on continue dans un travail continu pour savoir exactement quelle forme que ça prend l'intégration ou la coordination, parce qu'évidemment, ça met beaucoup de pression sur les professionnels de santé traditionnels, c'était quand même l'étape 1, si on veut, pour
commencer cette conversation-là. Mais bon, ça demeure une petite bouchée très, très préliminaire, là, mais disons que nos analyses se penchent là-dessus. Par rapport à la deuxième question, ça, c'est vraiment, pour moi, ça va être trop tôt de pouvoir répondre à ça, sauf que nos rapports vont contenir cette information-là. Mais ce qui ressort, c'est qu'on est encore, malgré tout, dans une logique de silo. Oui. C'est pas qu'au Québec, là. Non. Non, okay. Non. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Dominique. On a une autre question de Louis-Philippe Boisvert qui dit qu'il provient du secteur de santé mentale jeunesse au Québec. Et puis, qui demande si vous avez entendu parler des projets de démonstration Heures ouvertes, qui sont des réseaux intégrés de soins et services physiques, santé mentale, santé sexuelle, employabilité, consommation pour les jeunes de 12 à 25 ans au Québec, qui sont inspirés, entre autres, des réseaux Foundry en Colombie-Britannique. Wow! Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, dans un certain sens, mon rôle demeure quand même assez très, comment je peux dire, éventail du projet. Donc, il faudrait que je retourne dans mon détail de données, mais à prime abord, je ne crois pas et ça me semble super intéressant. Donc, Mélanie, je ne sais pas si ça va être possible pour toi de me faire parvenir ce texte-là. Je te remets l'adresse courriel d'Émilie à l'écran. Donc, tu peux la prendre en note et lui envoyer un courriel. Je pense que ça va certainement intéresser l'équipe de recherche d'en apprendre plus sur ce projet de démonstration-là. Merci beaucoup. Émilie, je me demandais s'il dit qu'il va te l'envoyer. Super. Je me sens comme une traductrice. Je me demandais si tu nous as dit quand même que le Québec, on demeure quand même devant les autres provinces en termes d'intégration, même si c'est pas parfait. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose que tu crois quand même que le Québec peut apprendre de ce que vous avez vu dans d'autres provinces, soit des micro-innovations ou quelque chose qui pourrait être porteur pour améliorer l'intégration des services au Québec? Ouais, j'aimerais pouvoir te dire oui, mais je pense que, tu sais, encore, si j'avais justement mes autres chercheurs, peut-être qu'eux seraient en mesure de te le dire comme ça rapidement. Mais pour moi, c'est sûr qu'il faudrait vraiment que j'aille te trouver la réponse. Ce qui va être difficile pour moi dans l'espace de ces quelques minutes-là. Mais, tu sais, en fait, quand je disais qu'une des choses dans lesquelles on se trouve en ce moment, la raison, en fait, pourquoi on a décidé de prolonger notre projet sur une 3e année, c'est qu'on veut, en fait, avec le projet lui-même, entamer ces conversations-là au niveau des provinces. Donc, vraiment un peu préparer les livrables pour la mobilisation de connaissances au niveau de chacune des provinces et apporter l'éventail des résultats, des tendances, de nos interprétations aussi, puis de voir, bon, tu sais, comme vous, qu'est-ce qui existe dans vos provinces, tu sais, qu'est-ce qui vous saisit, qu'est-ce qui peut fonctionner aussi avec votre contexte, puis vous inspirer, là. Oui, absolument. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de la réaction que vous avez eue jusqu'à présent, là, des décideurs, soit au niveau de la validation des portraits? Est-ce qu'ils étaient surpris de ce que vous avez trouvé? Est-ce que ça collait bien à ce qu'ils s'attendaient de voir? C'est ça qui est hyper intéressant. En fait, avec les rapports macro, c'est très intéressant parce que d'une part, il y a certaines provinces que c'était pratiquement ne se reconnaissaient pas du tout dans ces portraits-là, mais c'est intéressant de se dire, ben ça, c'est l'information qui est disponible en ligne. Et donc, j'en ai parlé des systèmes très dynamiques, mais de se dire, OK, wow, tu sais, on n'est pas du tout là, mais que quand les gens nous regardent de l'extérieur, cette fenêtre-là qu'ils ont sur nous, les provinces, enfin, elle ne reflète pas du tout la réalité. Dans d'autres cas, ce premier point-là, c'est vraiment parce qu'il continue d'avoir un dynamisme. Il y a beaucoup de provinces parce qu'il y a vraiment un désir là, de transformation et d'innovation. Ça, c'est clair, mais chacune des provinces demeure quand même dans un moment où ils essayent encore de voir qu'est-ce qui peut fonctionner pour eux le mieux et en lien justement avec la question de Dominique, c'est tout ce point-là qu'il fallait vraiment avoir le buy-in des professionnels de la santé. Moi, de mon point de vue de chercheur, j'ai l'impression quand même que c'est une étape qui n'est pas nécessairement
qui dit pas nécessairement voilà comment les soins de première ligne intégrés vont nécessairement avoir l'air, là, avec ce point nexus-là qui va demeurer les professionnels de la santé traditionnelle. Mais je pense quand même que pour s'asseoir à la table et avoir la conversation, c'était nécessaire de la commencer comme ça. Voyons. Et donc, l'autre point que je voulais ajouter aussi sur ta question, c'est que l'autre chose qui est survenue, c'est que les provinces allaient dire oui, c'est ça, c'est ça le portrait, effectivement, mais dans les faits, ça ne marche pas comme ça. Et ça, ce qui est intéressant ou ce qui est un peu, je pense, une question que chacune des provinces doit se poser, c'est jusqu'à quel point on essaye de bien capter qu'est-ce qui se passe réellement versus quelle est la structure de gouvernance, puis qu'est-ce qu'elle veut dire aussi, cette structure-là de gouvernance. Donc, parfois, ça va être une vision qu'on va avoir, on va la mettre en place, mais dans les faits, elle va se réaliser un petit peu autrement. Et ce qu'on va avoir sur papier, ça va avoir tendance à planir les choses, hein, mais dans la réalité, d'autres mécanismes vont mieux fonctionner. Donc, je le disais, par rapport à la gouvernance, c'est comme des services qui vont tomber sur la même gouvernance, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a communication, coordination. D'un autre côté, des fois, ils tombent sur d'autres gouvernances complètement. On va avoir l'impression qu'il n'y a aucun mécanisme de connexion et alors, en fait, qu'il y en a plus. Là. Fait que ça, je pense que c'est une question pour chacune des provinces de réfléchir à, c'est ça, comme cette vision-là sur papier, cette vision-là qui peut être comme une tendance vers laquelle on veut se diriger, mais la difficulté de le capter en temps réel puis d'essayer de le refléter d'une manière ou d'une autre là, dans les documents accessibles publiquement. Merci beaucoup. Il y a Marie-Claude Beaulieu qui a la main levée. Je crois que ton micro est ouvert, Marie-Claude. Il vient de s'ouvrir. Je pense que c'est vous qui l'avez ouvert? Oui. Moi, j'avais juste une question pour vous. Je me demandais, c'est ça, si vous aviez, je suis pas certaine, mais est-ce que vous avez des trucs ou des modèles qui ont l'air quand même d'être gagnants pour l'intégration ou inspirants pour l'intégration sociale et santé, parce qu'on y croit beaucoup, pour éviter que ça travaille en silo, là. Alors, est-ce que vous avez vu comme une ou deux affaires qu'on sait qui s'en viennent, là, puis que ça va fonctionner? Je vous dirais que oui. Tu sais, comme on voit quand même des choses, mais tu sais, je pourrais rien. Je n'aurais pas nécessairement de morceaux à vous dire là maintenant, mais je vous dirais quand même que nos résultats vont contenir des choses inspirantes, innovantes aussi, qui pourraient justement être des modèles que chacune des provinces puisse utiliser là, comme leur lumière phare. Là. Et ça s'en vient. Mais encore une fois, c'est une grosse équipe de recherche, c'est beaucoup de gens, mais en termes de capacité, des fois, on reste un peu limité, sauf qu'on veut s'assurer de pouvoir avoir nos livrables sur des formats justement qui vont être faciles d'appropriation puis d'accès dans chacune des provinces aussi. Ils ne vont pas juste être imprimés et disparaître. Donc, il va falloir que vous nous teniez au courant quand ça va être disponible parce qu'on sent que les gens ont faim pour en savoir plus là, sur les détails des innovations que vous avez trouvées. Donc, merci. Il y a Dominique. Je peux peut-être ajouter, si jamais vous-même, vous avez des idées, parce que là, j'ai parlé de FCAS par rapport à la banque de données. J'ai parlé aussi de ces idées-là pour les e-books, mais vous pouvez m'écrire si vous avez des idées par rapport à des plateformes ou des organismes que pour nous, ça vaudrait la peine d'approcher aussi, qui pourraient justement nous aider en termes d'accueillir ce genre de mécanisme-là. Je pense que Dominique, il y avait peut-être une autre question, mais... En fait, non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, j'avais oublié de retirer ma main levée tantôt. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il ne reste pas grand temps, donc je voudrais juste prendre quelques minutes pour te dire merci, Lily. Merci à toute l'équipe de recherche aussi qui a participé de près et de loin à cet énorme travail qui continue à faire avancer le travail. Donc, gardez-nous au courant pour la suite du projet. Là. On sent que dans les membres du réseau, il va y avoir un intérêt certainement à les consulter lorsque ce sera disponible. Donc, juste avant de vous quitter,
Je vous fais quelques petits rappels. Il y a la journée du réseau 1 qui s'en vient à grands pas, là, donc le 14 juin, qui va avoir lieu au campus Laval de l'Université de Montréal. Donc, les inscriptions sont présentement ouvertes. Sinon, on a un prochain webinaire qui va avoir lieu le 17 mai avec Dr. Thériault qui va nous présenter comment utiliser les recommandations de choisir avec soin ou Choosing Wisely que vous connaissez peut-être pour améliorer la qualité des services de première ligne. Et sinon, je vous rappelle que tous les webinaires sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous voulez partager à quelqu'un qui aurait, par exemple, pas eu la chance d'être ici aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à devenir membre du Réseau 1. Donc, c'est gratuit, c'est pas super long à remplir. Ça va vraiment vous tenir au courant des événements qui s'en viennent et des autres beaux webinaires qu'on va avoir. Sinon, si vous avez des questions, des idées de webinaires, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours ouvert. On est en train de planifier là, nos webinaires pour la prochaine saison aussi. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, écrivez-nous. Sinon, merci de prendre quelques minutes pour compléter le sondage qui va vous être envoyé après le webinaire pour nous donner vos impressions. On est toujours en train d'essayer de s'améliorer dans le format et dans les sujets qu'on couvre. Donc, si vous pouvez nous donner un peu de feedback là-dessus, ce serait vraiment apprécié. Sinon, mais je vous souhaite à tous un super beau week-end et on se revoit bientôt pour le prochain webinaire. Merci.